Bonjour et bienvenue dans Le Monde devant soi, le rendez-vous géopolitique de Slate. Je suis Hélène Decomer, rédactrice en chef de Slate, et je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, cofondateur de Slate. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Hélène. Et d'Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Bonjour Alain. Bonjour Hélène. Dire que les relations entre Paris et Alger sont tendues en ce moment serait un euphémisme. Mardi, la France a expulsé 12 agents diplomatiques algériens et elle a rappelé son ambassadeur à Alger. Une réponse à une mesure équivalente, annoncée 2 jours plus tôt par l'Algérie, à l'encontre de 12 employés de l'ambassade de France. C'est un point culminant dans une escalade qui compte beaucoup de marches, et dont le point de départ, sur la période récente en tout cas, se trouve certainement dans la reconnaissance par Emmanuel Macron de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Nous y reviendrons. Mais pour comprendre les relations entre la France et l'Algérie, il faut regarder les choses sur le temps long. C'est pour ça que j'ai interrogé Benjamin Stora, spécialiste de l'histoire de l'Algérie, de l'empire colonial français et de l'immigration en France. Il est l'auteur d'un rapport remis en 2021 au président Emmanuel Macron sur la réconciliation entre les peuples français et algériens. Je lui ai demandé ce que signifiait pour les deux pays la rupture de leurs relations diplomatiques. Je vous propose qu'on l'écoute. C'est la première fois depuis 1962, c'est-à-dire l'indépendance de l'Algérie, qu'un ambassadeur de France est rappelé d'Alger en même temps qu'un ambassadeur d'Algérie est rappelé vers Alger. Donc il y a par conséquent absence d'ambassadeurs d'Algérie en France et de France en Algérie. C'est une grande première, c'est la première fois depuis pratiquement 1962. Donc c'est un niveau de crise politique et diplomatique rarement et jamais atteint. Ça signifie quelque part que le passé, selon moi, bien sûr, c'est une interprétation, c'est que le passé historique très ancien entre la France et l'Algérie a du mal à passer, tout simplement. Vous savez, la France est restée 132 ans en Algérie. Dans 5 ans, très exactement, on pourra commémorer, entre guillemets, le bicentenaire de l'arrivée de la France en Algérie, qui est arrivée en 1830. Donc en 2030, cela fera 2 siècles que l'Algérie a connu la présence française. C'est colossal. Il y a eu par conséquent des générations et des générations de gens qui sont nés en Algérie et puis ensuite qui en sont partis après 1962. Donc beaucoup de monde est concerné par cette histoire, donc ceux qui sont nés dans ce pays bien sûr, mais aussi les soldats français qui sont partis en Algérie entre 1955 et 62. Au total, plus d'1,5 million d'hommes nés entre 1932 et 1943, 1,5 million sont partis en Algérie. Donc certains ont passé même jusqu'à 30 mois, ce qui est très important pour des enfants, des jeunes adolescents de 20 ans. Ils sont restés 30 mois quelquefois, 20 mois, 22 mois, 30 mois. Et puis il y a bien sûr le départ des Européens d'Algérie, plusieurs centaines de milliers qui ont quitté ce pays, le massacre des forces supplétives musulmanes qui avaient combattu aux côtés de l'armée française pendant l'été 1962. Et puis n'oublions pas quand même aussi du côté algérien les centaines de milliers de morts de la guerre elle-même, et pas simplement de la guerre de conquête, mais de la guerre d'Algérie. Et puis le déplacement forcé, chose peu connue en France, le déplacement forcé de 2 millions de paysans algériens. Ce chiffre avait été avancé dans un rapport officiel qui avait été à l'époque publié par Michel Rocard, qui était inspecteur des finances et qui avait fait une longue inspection en Algérie, qui était parvenu à ce chiffre qui n'a pas été, bien sûr, démenti par les autorités de l'époque. 2 millions de paysans algériens déplacés pour créer ce qu'on appelait des zones interdites, c'est-à-dire des zones vidées de leur population. Donc la guerre d'Algérie a été terrible. On découvre aussi l'ampleur de ces affrontements, par exemple dans ce qu'on appelle aujourd'hui la guerre des grottes. Près de 300 grottes ont été, disons, fouillées à l'arme chimique. Et puis naturellement aussi le napalm, surtout pendant le plan Chal en 1959 dans les régions du nord constantinois. Donc je pourrais comme ça multiplier des exemples de traumatismes qui sont ceux de la guerre, bien sûr, mais aussi de l'exil, du déplacement, auquel il faut ajouter, bien entendu, le déplacement des immigrés algériens en France, qui s'est considérablement développé pendant la guerre d'Algérie, puisque c'est pendant la guerre d'Algérie que l'immigration algérienne en France a été multipliée par 2, puisqu'elle est passée de 200 à 400 000 personnes en 1962-63, ce qui est considérable, bien sûr, l'immigration algérienne devenant la première immigration en France depuis cette époque. Elle l'est restée d'ailleurs, ce qui a donné 60 ans plus tard beaucoup de ce qu'on appelle maintenant des franco-algériens. C'est qu'on peut évaluer à environ 2 millions de personnes. Donc au total,
On peut dire que des millions de personnes sont directement ou indirectement concernées par cette histoire. C'est colossal. Il n'y a pas d'équivalent dans l'histoire coloniale française, surtout dans la mesure où l'Algérie n'était pas une colonie, mais étaient des départements français, contrairement au Maroc, par exemple. L'Algérie, c'était 3 départements français, plus les territoires du Sud. C'était intégré à la France et géré par le ministère de l'Intérieur. Donc, par conséquent, la guerre d'Algérie a été très mal vécue en France comme une sorte d'amputation ou d'abandon d'une partie du territoire national, puisque l'Algérie, c'était la France. Entre l'Algérie et la France, il ne s'agit pas simplement de relations de pays à pays comme dans n'importe quelle histoire, mais effectivement, il y a derrière, en arrière-fond, des passions douloureuses d'ailleurs, un peu comme un divorce qui s'est mal passé. Un divorce d'ailleurs avec un mariage qui avait été entre guillemets arrangé. Hein. C'était pas un mariage voulu parce que n'oublions pas qu'il y a eu une guerre de conquête qu'on découvre aujourd'hui, hein, qui a duré 50 ans entre 1830 et 1880-1890. La guerre de conquête a été épouvantable avec des exterminations de populations civiles dans la région de l'Ouest avec face à l'émir Abdelkader, mais aussi le soulèvement de la Kabylie, le soulèvement général de 1871, le soulèvement des Aurès en 1916, celui de Sétif en 1945. Bref, on a eu avec la colonisation de peuplement aussi des résistances, la formation d'un sentiment national en Algérie qui est très très important. Contrairement à ce qu'on croit ici en France, le sentiment national algérien n'est pas un sentiment fabriqué ou artificiel, il est réel parce qu'il a été forgé dans l'adversité, dans le refus d'une présence française, mais en même temps, la France y a laissé des traces, des empreintes très, très importantes, parce que la langue française est très, très pratiquée sur cet immense pays qui est le plus grand pays d'Afrique, ne l'oublions pas, sur le plan géographique, s'entend. Donc il y a des passions, des populations qui se sont à la fois affrontées et mélangées. C'est ça aussi toute la difficulté, parce qu'elles se sont connues, elles se sont aimées, elles se sont haïes, elles se sont combattues, mais elles vivaient ensemble. Alain, on l'entend, ce sont des relations particulières entre la France et l'Algérie, à nul autre comparable, fondées sur une histoire violente, une histoire tragique. Depuis l'indépendance, en 1962, on a connu différents cycles d'amélioration, dégradation des relations. Mais là, il semble quand même que depuis l'été 2024, la dégradation est très sévère. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est l'histoire d'une déception, au fond. Le président Macron était convaincu qu'il fallait renouer des relations beaucoup plus intenses avec l'Algérie. Il appartient à une génération qui est loin de la guerre, loin de la colonisation, loin de la guerre, et il pensait qu'il fallait absolument développer, regarder l'histoire en face. Pour les deux parties, regarder l'histoire en face, que si on ne regardait pas l'histoire en face, eh bien on n'établirait jamais des relations mûres et des relations étroites. Et que dans la mesure où des millions de gens sont concernés en France et en Algérie par la relation franco-algérienne, qui n'est pas très importante sur le plan économique, mais c'est important sur le plan humain, eh bien il fallait faire quelque chose. Et il a pensé qu'il avait développé une relation assez forte avec le président Abdelhamid Tebboune, que cette relation était réciproque, une relation de respect et de franchise dans la conversation, dans le dialogue, et qu'il fallait bâtir sur cela. Et puis au fil des ans, il s'est rendu compte que ça n'était pas rentable, qu'au fond l'Algérie ne bougeait pas, et que ce régime était installé sur une idéologie, si vous voulez, ou fondait son nationalisme sur une critique permanente de la France, sur une manière systématiquement anti-française, éduquant des générations et des générations de jeunes Algériens, non pas simplement à regarder l'histoire, mais à continuer à détester la France et à incomber à la France toutes les pathologies et tous les maux de ce pays. Et donc, voyant qu'il y avait très peu de résultats, eh bien, il a pris parti dans un conflit clé qu'il y a au Maroc et qui empêche toute unité du Maghreb, qui est le conflit qui oppose le Maroc et l'Algérie sur ce qu'on appelle le Sahara occidental. Alors en 2 mots, le Sahara occidental, c'est la partie du Sahara qui vient lécher le sud du Maroc et qui était occupée par les Espagnols. Les Espagnols, en 1974, ont décidé qu'ils voulaient partir. Et à ce moment-là, le roi du Maroc, Hassan II, qui a toujours dit que cette région appartenait au Maroc, a demandé à la Cour internationale de justice de se prononcer sur le devenir du Sahara occidental, pensant que la Cour
international lui donnerait raison et statuerait en disant « ce territoire est marocain ». Il y a une marocanité du Sahara occidental. Mais la Cour n'a pas dit ça. La Cour a dit, certes, il y avait une relation d'allégeance entre la monarchie chérifienne et le Sahara occidental, mais pas de souveraineté. Et donc la Cour s'en est remise à l'ONU, et l'ONU a dit, il faut faire un référendum avec les populations qui sont là-bas, les populations sahraouis. Il faut faire un référendum. Le Maroc s'est opposé à ce référendum. Et pour qu'il n'ait pas lieu, Hassan II a lancé toute une partie de la population civile marocaine à l'assaut du Sahara occidental. C'est ce qu'on appelait la Grande Marche. 350 à 400 000 Marocains, en camion, à pied, en bicyclette, se sont rendus dans le Sahara occidental et physiquement ont pris possession de ce territoire. Naturellement, une partie de la population sahraoui réclamait, elle, l'indépendance. Elle a été soutenue par l'Algérie, qui a aidé à l'établissement d'un front de libération du Sahara occidental qui s'appelle le Front Polisario et qui s'est emparé d'une toute petite partie du Sahara occidental, évidemment, sur la frontière algérienne. Et ça n'a pas arrangé les relations entre les deux frères ennemis du Maghreb. Et il y a eu une sorte de guerre, l'armée marocaine se battant contre le Front Polisario qui était appuyé par l'Algérie. Il existe toujours, ce Front Polisario d'ailleurs, et il est toujours appuyé par l'Algérie. Il y a une autre mission de l'ONU qui a été créée, à la tête de laquelle l'ancien secrétaire d'État James Baker se trouvait, il était le patron de cette mission de l'ONU, et lui aussi a dit, mais il faut faire ce référendum, il faut le faire. Mais évidemment, le Maroc a dit, mais avec quelle population? Celle qui est en Algérie, celle qui est contrôlée par le Front Polisario en Algérie ou celle qui est contrôlée par le Maroc, ça. Et comme on s'est pas entendu sur la population, ce référendum n'a jamais eu lieu. L'armée marocaine s'est installée, les colons marocains se sont installés et le conflit perdure. Alors qu'est-ce qu'a fait Emmanuel Macron, déçu du peu de résultats que donnait la relation qu'il avait développée avec le président Tebboune? Eh bien, je crois que c'est à l'été, en juillet 2024, il a reconnu la marocanité du Sahara occidental. Les Américains avaient fait de même lors du premier mandat de Donald Trump. Évidemment, c'est une reconnaissance que ne reconnaît pas l'ONU, par ailleurs, puisque l'ONU s'en tient à la nécessité de la tenue d'un référendum, et les Algériens ont été furieux contre les Français. Et voilà ce qui s'est passé. Et voilà ce qui explique qui a relancé, si vous voulez, qui a exacerbé la difficulté de la relation franco-algérienne. C'est que la France, in fine, a pris position pour le Maroc, disant si nous ne pouvons pas avoir des relations développées avec l'Algérie, eh bien au moins nous en aurons avec le Maroc, où il y a plus d'intérêt français, d'ailleurs, qu'en Algérie. C'est effectivement, Jean-Marie, un revirement très important de la position d'Emmanuel Macron, puisque c'était quand même plutôt bien parti entre les deux présidents, Macron et Tebboune. Emmanuel Macron, dans sa campagne de 2017, avait qualifié la colonisation française en Algérie de crime contre l'humanité. Il avait appliqué différentes recommandations, d'ailleurs, du rapport de Benjamin Stora, dans une optique de réconciliation entre les deux pays. Et là, tous ces pas en avant semblent s'effondrer aujourd'hui. Emmanuel Macron comptait d'ailleurs sur ce rapport qu'il avait confié à Benjamin Stora, parce qu'il pensait qu'il fallait réconcilier les mémoires. Et donc ce travail mémorial, pour lui, était évidemment une pierre essentielle. Après, sa décision de prendre fait et cause, en fait, pour le Maroc dans cette affaire, a été fortement critiquée, en silence évidemment, au mezzo voce, par le Quai d'Orsay. Parce que le Quai d'Orsay était attaché à une attitude strictement diplomatique, d'équilibre entre les uns et les autres. Alors au Maroc, on reprochait beaucoup à la France ce faux équilibre qui consistait au fond à valider la position algérienne. Avant la crise avec l'Algérie, il y a eu une crise assez forte entre Emmanuel Macron, la France, et le Maroc de Mohamed VI, et qui avait tourné à l'ère glaciaire pratiquement, et donc qui remettait en cause beaucoup de choses, parce que il faut se souvenir que dans un grand discours prononcé à Nice, au sommet de la francophonie qui avait lieu à Nice, il y a de cela très peu de temps après l'accession au trône de Mohamed VI, il avait défini la nouvelle stratégie du Maroc comme une sorte de hub tourné vers l'Afrique subsaharienne et l'Afrique noire francophone notamment, comme aire de développement. Et cette stratégie a parfaitement réussi au Maroc. Donc au fond, c'était pour eux de choisir de faire ce mouvement qui a donc encore une fois déstabilisé le Quai d'Orsay. C'était aussi pour Emmanuel Macron de prendre acte de la réussite
de la stratégie marocaine dans ce domaine. Voilà, après, il n'est pas le premier à avoir essayé. Et ce qui me frappe, moi, dans cette relation très difficile, c'est qu'à chaque fois que nous avons un président de la République élu, il inscrit à son agenda la réconciliation avec l'Algérie. À cause des liens de société civile, d'ailleurs, beaucoup qui déterminent cela. Et à chaque fois, ça échoue. Et donc, à chaque fois, le président revient content d'Alger. Et à chaque fois, 48 heures après, j'exagère, mais très peu de temps après, la déception arrive. François Mitterrand fait un premier grand voyage en Algérie très vite après son élection. Il amène Roger Hanin, des personnalités de Français d'Algérie qui d'ailleurs avaient pris position pour l'indépendance, etc. Et donc ça se passe très très bien. Et dans l'avion du retour, le débriefing de l'équipe française consiste à dire mais qu'est-ce qu'ils nous ont proposé ? Quasiment on va recoloniser l'Algérie parce qu'ils nous achètent ceci, ils nous achètent cela, ils font ci, ils font ça. Et puis 3 mois plus tard, il n'en restait rien. Si, il en restait quelque chose. L'Algérie faisait à la France un prix du gaz plus élevé qu'à d'autres partenaires. Voilà, un sentiment en France, au fond, d'avoir été berné. Les autres présidents vont faire la même chose. Jacques Chirac fait un voyage triomphal à Alger. Triomphal. Et là encore, on a l'impression que les choses vont repartir sur le bon pied, et puis patatras, ça tourne au vinaigre assez vite. François Hollande a eu de très bonnes relations avec l'Algérie, c'était, j'allais dire, relativement calme, mais il n'avait pas d'ambition particulière qui justifie après un retournement algérien. Mais au fur et à mesure des événements, à chaque fois, le pouvoir algérien prenait des dispositions qu'on peut dire très clairement anti-françaises. Moi, j'ai souvenir du président Chadli, qui avait très bien accueilli François Mitterrand et autres, mais qui a entamé le recul du français dans les écoles algériennes. Et là, on vient de voir dans la période récente que l'Algérie veut maintenant bannir le français des universités et le remplacer par l'anglais. Vous voyez, à chaque fois, il y a des mesures de cette nature qui font qu'on a l'impression d'avoir affaire à un pouvoir qui utilise vraiment la relation avec la France comme une sorte de punching ball ou d'élément qui va lui permettre d'asseoir sa propre popularité. Et entre-temps, ce qu'il faut dire aussi, c'est que l'Algérie a traversé 1001 tragédies avec la guerre civile contre les islamistes, puis ensuite les révoltes étudiantes et les révoltes aspirant à plus de liberté qui ont aussi changé l'état des choses. Mais le point commun de tous ces pouvoirs algériens, de toutes ces équipes successives, c'est quand même d'utiliser la relation avec la France comme un élément d'ancrage à la fois de leur légitimité et de la popularité qu'ils recherchent. Je voudrais qu'on réécoute Benjamin Stora nous parler justement dans cet entretien des forces hostiles de part et d'autre qui vont à l'encontre de ce souhait de réconciliation franco-algérienne. Il y a aussi dans les deux pays des forces politiques qui sont hostiles à ce rapprochement entre la France et l'Algérie. En France, c'est pas un secret de dire qu'il y a une mémoire de revanche de l'Algérie française. Des gens qui veulent peut-être en découdre encore, toujours, avec la politique du général de Gaulle. Il y a un antigaullisme qui a persisté en France à l'extrême droite, contrairement aux apparences. Et donc, c'est quelque chose de très très fort, hein, la grandeur de l'Empire perdu, la nostalgie de ce qu'a été la grandeur de l'Empire français et du nationalisme français. Par conséquent, c'est quelque chose de réel. Et du côté algérien, il y a aussi des groupes qui sont hostiles à un rapprochement possible dans la mesure où ils ont fondé une légitimité politique sur la base d'une culture de guerre, une culture de guerre contre la France. Donc il y a par conséquent de part et d'autre des groupes, des formations, des individus, des personnes qui ne sont pas, disons, favorables à ce rapprochement et qui œuvrent, qui militent. Moi, je suis bien placé pour le savoir, puisque lorsque j'ai fait mon rapport, il y a eu du côté français des très fortes oppositions, venant en particulier des Républicains ou du Rassemblement national, qui étaient absolument opposés de manière très claire à ce rapport, à toute tentative de réconciliation. Ils ont sorti des textes, ils ont sorti des pétitions contre ce rapport. Et du côté algérien, j'ai eu le droit aussi à des attaques très importantes, notamment à caractère antisémite venant de certains sites. Ça a été effectivement très très difficile, mais le président de la République a tenu bon de 2021 jusqu'à 2024, et il a tenu bon en gardant le contact avec le président algérien. Néanmoins, malheureusement, je crois que les forces qui ne veulent pas de cette réconciliation, pour l'instant, ce sont eux qui dominent et qui parlent fort. Bon, en tout cas, là, le dossier semble avoir été
pris en main par Bruno Retailleau, au moins en partie. Donc Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, et par ailleurs en campagne pour la présidence Les Républicains. Comment est-ce qu'il gère ce dossier-là et est-ce que c'est lui qui semble un peu visé aussi par les choix d'Alger dans les expulsions qui ont été faites? Bruno Retailleau a pris tout de suite une position de fermeté et d'affrontement. Il n'a pas du tout privilégié la voie diplomatique, qui était celle qu'au fond a choisi Emmanuel Macron. Et il a bataillé pour justement s'opposer. Il a voulu montrer ses muscles, en quelque sorte. D'abord, le point de départ aussi du gel de la relation, c'est quand même Boualem Sansal, qui est quand même devenu l'otage de tout cela. Et l'écrivain algérien, franco-algérien, qui est arrêté, condamné à 5 ans de prison, sans aucune raison d'aucune sorte, et donc ça a été aussi un facteur déclenchant. Mais il y avait clairement 2 lignes, la ligne qu'a tentée Emmanuel Macron, mais dont on voit qu'elle s'est maintenant retournée, parce que il n'en retire pas le bénéfice non plus, et alors qu'on pensait que le dialogue entre les 2 présidents conduirait au moins à la libération de Boualem Sansal, parce que, ayant été condamné, le président algérien peut parfaitement maintenant le gracier. Et puis Bruno Retailleau, qui au contraire campe sur une position de fermeté sur le thème « l'État ne peut pas s'abaisser, l'État a été humilié », ainsi de suite. Ce qui est un discours classique et qui se rattache au fond Bruno Retailleau à ce que Benjamin Stora disait tout à l'heure de l'attitude des Républicains, qui sont partis, et qui n'étaient pas pour la démarche de Macron du tout, puisqu'ils en tiennent pour répondre à l'affrontement par l'affrontement. Oui, je précise que donc l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal a été condamné en Algérie le 27 mars dernier à 5 ans de prison. Le motif invoqué était atteinte à l'intégrité du territoire. Boualem Sansal a fait appel et il est donc emprisonné depuis maintenant 5 mois environ. Alain Frachon ? C'est un homme que j'ai connu un peu lorsqu'il a sorti son premier livre, Le Serment des barbares, qui était un livre admirable, très critique du régime algérien, mais Boualem Sansal était courageux, c'est un économiste, il travaillait au ministère de l'Industrie ou au ministère de l'Économie, il a continué à aller à son travail avant finalement de s'installer en France et pourrait poursuivre sa carrière d'écrivain. Alors, il est farouchement anti-islamiste. Il a accordé un interview à la revue Frontières, d'ailleurs, dont je crois qu'il est membre du comité éditorial, et donc est une revue ultranationaliste française, pour le coup, et dans laquelle il disait que toute une partie du territoire algérien a été pris par le Maroc. C'est pour ça qu'on lui reproche une attaque à l'intégrité du territoire, mais pas du tout. Il sert d'otage, purement et simplement, mis en prison pour ses idées, mis en prison parce qu'écrivain, défendant une ligne qui est la sienne, de farouche combat sans concession contre l'islam politique, et il est otage de cette situation. Mais c'est exactement, si vous voulez, la relation franco-algérienne, dès qu'il y a un souci, un accroc, et le dernier, ça va exacerber la ligne de fracture. Le dernier cas, c'est que la police française a découvert un réseau d'influenceurs algériens installés en France et menaçant les opposants au régime d'Alger, qui est un régime de plus en plus autoritaire, qui est dans une fuite autoritariste, si vous voulez. Et donc, ce réseau d'influenceurs a piégé un opposant algérien. Il a été enlevé et menacé, et puis on l'a retrouvé en rase campagne au bout de 48 heures ou quelque chose comme ça. La police française a continué son enquête en dépit des pressions de l'Algérie, et elle a trouvé comme membre du réseau un agent consulaire algérien. Il y a 12 consulats algériens en France, parce que la communauté binationale est importante et la communauté immigrée algérienne aussi est importante. Et au total, à peu près 2 600 000 personnes en tout. Voilà, il y avait cet agent consulaire qui faisait partie du réseau d'influenceurs. Donc le juge a réclamé la mise en détention de cet agent consulaire, et la France a fait valoir qu'il n'a pas d'immunité diplomatique, ou il n'a d'immunité diplomatique, comme les autres diplomates, que dans l'exercice de ses fonctions. Et la France a fait valoir que cela ne faisait pas partie de ses fonctions, ce n'était pas dans l'exercice de ses fonctions que d'aller espionner des opposants en France, opposants pacifiques par ailleurs, et plus encore que de les enlever.
ça rappelle de très mauvais souvenirs à la France. Je ne vais pas rentrer dans les souvenirs que ça rappelle, mais ça rappelle de très mauvais souvenirs. Et donc la France a dit non. Dès l'instant où ça devient un délinquant de droit commun, il n'a plus d'immunité diplomatique. L'Algérie a dit, c'est pas vrai, vous refusez d'accorder aux diplomates algériens les droits qui sont ceux des diplomates, et donc l'Algérie a expulsé 12 diplomates français d'Alger. La France a répliqué, c'est pas une réplique totalement réciproque. Parce que 12 diplomates français d'Alger, c'est quasiment l'ensemble du personnel diplomatique français à l'ambassade. Tandis que nous, 12 diplomates sur un réseau consulaire très vaste qu'il y a sur le territoire français, un réseau consulaire important, je crois, il y a 12 consulats. Je crois qu'il y en a 18. C'est beaucoup moins, si vous voulez. Donc, on essaye une relative modération dans cette histoire. Mais non, chaque affaire est monté en épingle par un régime qui, si vous voulez, depuis ce fameux mouvement de protestation qu'évoquait Jean-Marie, le Irak, qui était un mouvement qui réclamait une libéralisation politique du régime, le régime se crispe et utilise, pour nourrir cette crispation nationaliste, le sentiment anti-français. Ajoutez à ça un paysage international qui fait qu'il est de bon ton dans une partie du Sud global de dénoncer l'Occident et le néocolonialisme occidental. Et vous avez comme ça une relation impossible et quasiment systématiquement débouchant sur quasi aujourd'hui, comme le dit très bien Stora, débouchant sur une crise sans égale depuis 1962. Merci beaucoup Alain Frachon, merci Jean-Marie Colombani pour ce nouvel épisode du Monde devant soi, dans lequel nous faisions intervenir donc l'historien Benjamin Stora. Je signale 2 de ses parutions récentes, une BD à la découverte, Les Algériens en France, une histoire de génération, avec le dessinateur Nicolas Lescanf, et un essai, L'Algérie en guerre, un historien face au torrent des images, paru aux éditions de l'Archipel. On se retrouve la semaine prochaine, à bientôt. Merci Hélène. Merci Hélène. Le Monde devant soi est un podcast produit par Slate Podcast. Production éditoriale et présentation, Hélène Decomer. Prise de son, montage et réalisation, Aurélie Rodriguez.